Une forteresse impénétrable, entourée de murs en béton armé et en acier haute résistance. Des tours de surveillance élevées, des contrôles à chaque accès, et une armée de gardiens prêts à répondre avec une force létale. Ce n'était pas une prison ordinaire, c'était Pointe Grande. Considérée comme la plus sécurisée du Mexique, elle abritait les criminels les plus redoutés du pays. 2 gardiens pour chaque détenu. Ce n'était pas une mesure de sécurité, c'était un avertissement, car dans ces cellules, on ne trouvait pas de criminels ordinaires, mais des chefs d'organisation comptant des milliers d'hommes lourdement armés sous leurs ordres. Pointe Grande fonctionnait comme une base militaire. Il ne s'agissait pas seulement d'enfermer, mais de contenir des hommes capables de déclencher des guerres entières sur un simple ordre. Et parmi eux, un se distinguait particulièrement, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, chef du cartel de Sinaloa, le narcotrafiquant le plus célèbre, insaisissable et redouté qu'ait connu le Mexique et le monde. Après des années de poursuites, il fut capturé pour la première fois en 1993. Après une chasse épuisante menée par les forces mexicaines, Guzmán fut enfin incarcéré. Mais son arrestation ne marqua pas la fin de son empire. Au contraire, depuis l'intérieur de Pointe Grande, El Chapo trouva de nouveaux moyens de consolider son pouvoir. La clé fut l'argent. Des millions de dollars en pots de vin transformèrent sa cellule en centre d'opération. Alcool, repas luxueux, accès libre aux femmes et même des visites prolongées de ses 2 épouses et de plusieurs maîtresses. En pratique, il vivait comme un roi derrière les barreaux. Il disposait en outre de téléphones et de lignes de communication qui lui permettaient de continuer à diriger chacun des mouvements de son organisation criminelle depuis l'intérieur de la prison. L'homme qui rendit tout cela possible fut Damaso López, alors sous-directeur de la sécurité à Pointe Grande. Un fonctionnaire clé qui devint rapidement son allié le plus proche. El Chapo le convainquit avec de l'argent, des cadeaux, des propriétés et un salaire dépassant tout revenu légal. Ce qui avait commencé comme de la corruption devint une amitié. Damaso devint son homme de confiance, son lien avec l'extérieur et son bouclier à l'intérieur du système pénitentiaire. Depuis l'ombre de ses barreaux, El Chapo ne s'est pas contenté de conserver le contrôle du cartel de Sinaloa. Il est allé plus loin. Il a donné un tournant stratégique au trafic de drogue. Il n'a pas inventé la méthode, mais il l'a perfectionnée. Depuis sa cellule, il supervisa le développement d'une infrastructure souterraine inédite, un réseau de tunnels. Ce fut la révolution. Sous ses ordres, des ingénieurs, des architectes et des spécialistes de l'excavation furent recrutés. L'objectif: construire des couloirs souterrains avec une précision millimétrique, reliant le territoire mexicain à des points stratégiques de l'autre côté de la frontière américaine. Il n'avait plus besoin de bateaux, ni d'avions, ni de prendre des risques sur les routes. La drogue circulait désormais sous terre, de manière invisible et constante. L'activité devint plus efficace et bien plus rentable. Les revenus du cartel de Sinaloa atteignirent des niveaux vertigineux. En peu de temps, les bénéfices mensuels dépassaient les 20 millions de dollars. Paradoxalement, l'empire d'El Chapo grandit davantage pendant son incarcération qu'en liberté. Les États-Unis, principale cible de ces opérations, commencèrent à exiger son extradition. La pression était constante, non seulement en raison du volume de drogue qui traversait la frontière, mais aussi parce qu'ils savaient que tant que Guzmán resterait dans une prison mexicaine, il continuerait à diriger. Ils voulaient le voir derrière les barreaux, mais sur leur territoire. Ils savaient qu'il y serait isolé de ses complices, loin des autorités corrompues qui le protégeaient. Le Mexique, cependant, refusait. Les autorités affirmaient qu'elles pouvaient le contenir, que leur système était suffisant. Mais El Chapo avait déjà démontré qu'aucune cellule, si solide soit-elle, ne représentait une véritable limite pour lui. Les autorités mexicaines insistaient sur le fait qu'il n'y avait aucune raison de le transférer. Selon elles, le système pénitentiaire national était capable de contrôler n'importe quel détenu, quel que soit son pouvoir ou son influence. Cette position fut un soulagement pour Guzmán. Il savait que, tant qu'il resterait là, tout continuerait sous son contrôle. Cependant, en 2001, tout changea. La Cour suprême de justice présenta une initiative qui ouvrait la voie à une nouvelle politique, l'extradition de criminels mexicains vers les États-Unis. Pour El Chapo, cette nouvelle fut une alerte. Son monde contrôlé, corrompu, sécurisé,
pouvait disparaître en un instant s'il était envoyé de l'autre côté de la frontière. Là, bas, il n'aurait aucun allié, aucun espace de manœuvre. C'est pourquoi, dès qu'il entendit parler de la proposition, il sut qu'il devait agir. Et vite. En quelques semaines, il élabora un plan d'évasion. Seuls quelques-uns pouvaient en être informés. Il savait que la moindre erreur signifierait sa fin. Damaso Lopez, son bras droit, fut le premier recruté. Un nouveau pot de vin scella l'accord. El Chapo lui confia son intention, et Damaso accepta de l'aider sans hésitation. Ils choisirent une date, le 19 janvier 2001. Ce jour-là, le nombre de gardiens serait réduit uniquement dans la zone où se trouvait Guzman. Un autre acteur clé fut un employé de la prison, surnommé Chito. Son travail était routinier, ramasser le linge sale des détenus et le transporter dans un chariot jusqu'à une fourgonnette. Son rôle allait être crucial. Chito était le maillon parfait. Invisible aux yeux de tous, il accomplissait sa tâche sans éveiller de soupçons. Personne n'imaginait que cet employé, en charge des tâches les plus simples, deviendrait la dernière pièce d'un des plus audacieux plans d'évasion du crime organisé. Le 19 janvier 2001, le plan fut mis à exécution. Chito ouvrit calmement la cellule de Guzman, comme si c'était une journée ordinaire. Il l'aida ensuite à s'installer dans le chariot de blanchisserie. Il le recouvrit de linge sale et commença à pousser, avec un calme déconcertant. L'opération se déroulait sans accroc. La réduction du nombre de gardiens dans cette aile de la prison facilitait chaque mouvement. Mais alors, un détail faillit tout faire échouer. Alors qu'ils avançaient dans l'un des couloirs, Chito s'arrêta devant une porte gardée. Il s'en approcha pour demander qu'on l'ouvre. Et à ce moment-là, le poids du chariot avec El Chapo à l'intérieur le fit reculer lentement. Le chariot roulait hors de contrôle. S'il heurtait un mur, il pouvait se renverser. Et si cela arrivait, tout le plan s'effondrerait. Mais Chito réagit à temps. Il courut aussitôt et rattrapa le chariot juste avant l'impact. Puis il reprit son chemin, sans perdre son sang-froid. Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent au parking intérieur de la prison. Là, un véhicule les attendait, moteur allumé. El Chapo sortit du chariot et entra directement dans le coffre. Le conducteur faisait partie du plan. C'était l'un des gardes du corps de sa compagne. Lorsqu'ils franchirent la sortie principale, personne ne les arrêta. Aucun contrôle, aucune question, rien. La fuite fut rapidement découverte, mais la réaction fut lente. De nombreux policiers locaux étaient corrompus, sur la liste de paix du cartel. Personne ne se pressa pour lancer la poursuite. El Chapo était déjà loin. Ce retard fut décisif. Il permit à Guzman de s'éloigner sans laisser de traces. Quand l'alerte fut enfin activée, il était déjà hors de portée immédiate des autorités pénitentiaires. La nouvelle atteignit enfin la police fédérale. Contrairement aux forces locales, ce corps n'était pas aussi facilement corruptible. Leur réaction fut immédiate. Ils se mobilisèrent rapidement et commencèrent la poursuite. Pendant ce temps, les hommes du Chapo l'attendaient à un point de rendez-vous préalablement convenu, non loin de la prison. Là, ils changèrent de véhicule, de la voiture banale au premier d'une série de véhicules blindés. Ensuite, ils le conduisirent dans un lieu isolé où un hélicoptère attendait, moteur allumé. Guzman monta sans perdre de temps. Ils s'envolèrent vers un autre endroit où un second véhicule était déjà prêt. L'opération fut menée avec une précision chirurgicale. L'itinéraire comprenait au moins 4 changements de lieu, tous planifiés pour éviter toute possibilité de traçage. La dernière étape du trajet le mena jusqu'à Mexico. Mais c'est là que l'imprévu survint. Alors qu'il traversait les avenues de la capitale, Guzman remarqua quelque chose d'alarmant. La voiture était encerclée. Patrouilles, motos, véhicules officiels. Nerveux, il demanda au conducteur comment ils avaient pu le retrouver. La réponse fut déconcertante, mais rassurante. « Ne t'en fais pas, ce sont les nôtres. » Ce qu'El Chapo croyait être une embuscade était en réalité une opération de protection. Tous les agents qui l'entouraient étaient sous son contrôle. La police corrompue l'escortait en plein jour, comme s'il s'agissait d'un haut fonctionnaire de l'État. Il était invisible, intouchable, protégé par ceux-là même qui étaient censés l'arrêter. Personne n'aurait imaginé que Joaquín Guzmán Loera puisse se déplacer dans la capitale mexicaine escorté par la police. Et pourtant, ce fut le cas. En plein jour, entouré de patrouilles et de motos officielles, il atteignit sans encombre l'une de ces maisons sécurisées.
L'évasion de Pointe Grande en 2001 ne fut pas seulement un revers pour les autorités. Ce fut la consécration d'un mythe. Pour beaucoup, El Chapo devint une figure intouchable. Un homme au-dessus des lois, capable d'humilier l'État et de contourner tout système. Le gouvernement mexicain déploya des ressources extraordinaires pour le retrouver. Des équipes spécialisées, du renseignement, une coordination avec les forces locales. Rien n'y fit. El Chapo resta en fuite pendant 14 ans. Durant cette période, son empire s'étendit sans limite. Il se déplaçait entre différentes maisons sécurisées, situées dans des zones montagneuses, éloignées des routes classiques et protégées par ses hommes de confiance. Pendant ces années de liberté clandestine, le cartel de Sinaloa atteignit une dimension jamais vue auparavant. Guzmán dirigeait le trafic de cocaïne vers les États-Unis, générant des milliards de dollars chaque année. L'organisation s'étendit, domina des régions entières et élimina toute concurrence. Elle surpassa même le légendaire cartel de Medellín de Pablo Escobar, jusque-là considéré comme le plus grand de l'histoire du narcotrafic. Mais un tel pouvoir ne se bâtit pas dans le silence. Pour garder le contrôle, la violence devint la règle. Particulièrement dans le nord du Mexique, les villes proches de la frontière américaine devinrent des zones de guerre. Ces régions frontalières étaient vitales pour le trafic vers le nord. Les contrôler signifiait détenir le pouvoir, l'argent et la mainmise totale sur le commerce. C'est pourquoi la bataille fut brutale. Le cartel de Sinaloa, sous le commandement direct d'El Chapo, transforma ces villes en champs de bataille. Le nombre de meurtres explosa. Massacres, disparitions, destruction massive faisaient partie du quotidien. Les rues étaient remplies de peur. Peu à peu, Guzmán élimina chaque bande rivale, l'une après l'autre. Il consolida son pouvoir dans le nord du pays et s'imposa comme l'unique et absolu maître du trafic de drogue entre le Mexique et les États-Unis. Pour les autorités, c'était intolérable. Et en 2014, 14 ans après son évasion spectaculaire, la pression atteignit un nouveau niveau. Les agences de renseignement mexicaines, cette fois avec le soutien actif des États-Unis, décidèrent de changer de stratégie. Il ne s'agissait plus seulement de suivre le chef. Elles commencèrent à surveiller de près son cercle le plus intime. Fils, épouse, gendre, collaborateurs clés, tous étaient sous surveillance. Et c'est grâce à cette nouvelle approche qu'ils parvinrent à trouver une pièce essentielle, l'assistant technique de Guzmán, un jeune Colombien qui connaissait les rouages internes du cartel. Le renseignement parvint à le convaincre de coopérer. Ces informations furent décisives. Grâce à lui, ils s'infiltrèrent dans le réseau de communication cryptée du cartel de Sinaloa. Ils réussirent à briser la sécurité du système et à localiser, pour la première fois depuis des années, l'emplacement exact d'El Chapo. Il se trouvait à Sinaloa, dans l'une de ses maisons sécurisées, au cœur du territoire qu'il contrôlait comme chef absolu du narcotrafic. La localisation était confirmée. Il s'agissait de l'une des maisons sécurisées utilisées par Guzmán, conçue pour résister à toute tentative de capture. L'opération fut planifiée avec précision, 17 février 2014. Ce jour-là, les forces spéciales mexicaines, appuyées par des agents de la DEA, encerclèrent complètement la résidence. Mais ce qu'ils découvrirent n'était pas une maison ordinaire. Derrière la porte d'entrée se trouvait une seconde barrière, une lourde porte en acier. Les agents commencèrent à la frapper avec insistance, tentant de se frayer un passage. Pendant ce temps, à l'intérieur, El Chapo dormait profondément. Tout bascula en quelques secondes. Son assistant fit irruption dans la chambre en criant « L'armée est à la porte ». Guzmán sauta du lit. À travers l'écho des coups, il comprit que c'était réel. Ce n'était pas un exercice, c'était une descente. Depuis l'extérieur, les forces spéciales pouvaient observer des ombres bougeant à l'intérieur. Cela les poussa à intensifier l'assaut. Les fenêtres étaient petites et renforcées, ce qui limitait les points d'entrée. Toute la structure était conçue pour résister. Finalement, après plusieurs minutes, ils parvinrent à défoncer la porte en acier. Ils entrèrent, armes levées, en criant des ordres clairs, tout le monde au sol, mains visibles. Mais l'inattendu se produisit. La maison était vide. Ils fouillèrent pièce par pièce, inspectèrent chaque recoin, chaque cachette. Il n'y avait personne. Les signes de mouvement étaient réels, mais il ne restait plus aucune trace de Guzmán ni de ses hommes. L'opération avait échoué. Ou, du moins, c'est ce qu'il semblait, les ombres que les agents avaient vues depuis l'extérieur n'étaient pas une illusion.
Guzman était bien là quand la descente a commencé. Mais au moment où son assistant l'a alerté, il ne s'est pas caché, il s'est échappé. Il se dirigea directement vers la salle de bain, mais pas pour s'y enfermer. Il savait exactement quoi faire. Sous la baignoire se trouvait sa voie de sortie, un tunnel d'évasion construit avec la précision d'un plan militaire. Le cartel de Sinaloa n'avait pas seulement perfectionné l'usage des tunnels pour le trafic de drogue, il les avait également transformés en routes de fuite. Chacune de ces maisons sécurisées possédait une issue souterraine pour ce genre de situation. Guzman activa rapidement le mécanisme secret. Derrière le miroir de la salle de bain se trouvait une minuscule ouverture. Il y inséra une épingle à l'endroit précis, ce qui déclencha un courant électrique et libéra le verrou maintenant la baignoire fixée au sol. La baignoire, soutenue par des bras hydrauliques, se souleva sans effort. En dessous, un tunnel l'attendait. Il y entra, referma l'entrée derrière lui et disparut. C'est pour cette raison que les forces spéciales mirent autant de temps à comprendre ce qui s'était passé. Tandis qu'elles fouillaient chaque centimètre de la maison, El Chapo était déjà à plusieurs mètres de là, progressant sous terre. Il n'était pas seul. Il s'échappa accompagné de sa femme et de son assistant le plus proche. Ensemble, ils traversèrent le tunnel vers la liberté, pendant qu'au-dessus, les agents continuaient à chercher au mauvais endroit. L'évasion fut un succès total. Guzman, son épouse et son assistant étaient déjà à une distance sûre lorsque les forces spéciales découvrirent enfin l'entrée secrète sous la baignoire. Au lieu de se cacher dans ses habituels refuges montagnards, El Chapo choisit une destination inattendue. Il ne chercha pas l'isolement. Il préféra se fondre dans la foule. Il se rendit à Mazatlan, une ville côtière connue pour son tourisme, ses plages et son ambiance détendue. Un endroit où personne n'aurait imaginé trouver l'homme le plus recherché du continent. Mais il ignorait un détail crucial. Son réseau de communication avait été compromis. El Chapo croyait que sa localisation précédente avait été découverte par hasard, sans se douter que chacun de ses mouvements était surveillé. Son téléphone était sur écoute. Chaque conversation était traquée. Seulement 5 jours après sa fuite, le 22 février 2014, les autorités mexicaines et des agents américains localisèrent précisément sa position, l'hôtel Miramar, en plein centre touristique de Mazatlan. L'opération fut rapide et précise. Ils encerclèrent le bâtiment, entrèrent dans sa chambre et l'arrêtèrent sans résistance. Il n'y avait pas de garde du corps, aucune protection. Sur la photo prise après son arrestation, Guzman apparaît désorienté. Il ne comprenait pas comment ils avaient pu le retrouver aussi facilement. Sa confiance dans l'anonymat fut son erreur. Après cette seconde arrestation, il fut transféré à la prison de l'Altiplano, considérée comme la plus sûre de tout le Mexique. Vous demandez-vous pourquoi il n'y avait pas été envoyé dès sa première arrestation? La réponse est simple. En 1993, lorsqu'il fut capturé pour la première fois, la prison de l'Altiplano était encore en construction. Elle ne disposait pas encore des conditions de sécurité maximales qui la caractériseraient plus tard. Mais en 2014, tout avait changé. L'Altiplano s'était transformé en véritable forteresse, une base militaire déguisée en prison. Les mesures de sécurité y étaient écrasantes, patrouilles constantes, équipes spécialisées et un environnement conçu pour résister à toute tentative de fuite ou de sauvetage. Le périmètre extérieur était entouré d'un réseau de tours de guet, chacune équipée de gardiens armés de fusils de gros calibre, prêts à repousser toute menace. Les murs de la prison n'étaient pas de simples grillages. Ils étaient composés de multiples couches d'acier et de béton de plus d'1 mètre d'épaisseur. Des fossés creusés autour du complexe ajoutaient une ligne de défense supplémentaire. Selon certaines sources, des véhicules blindés avaient même été installés à l'intérieur. L'ensemble du complexe était une zone d'exclusion aérienne, avec des rumeurs affirmant la présence d'armements antiaériens pour prévenir toute attaque venue du ciel. Et des Mazatlan. Les communications, en outre, étaient complètement bloquées. Aucun téléphone portable ne pouvait fonctionner à l'intérieur de la prison. Et surtout, le personnel avait été sélectionné avec une extrême rigueur. La corruption, du moins en apparence, n'y avait pas sa place. L'Altiplano abritait les criminels les plus dangereux du pays. Aucun d'eux n'avait réussi à s'évader jusqu'à l'arrivée d'El Chapo. Dès qu'il franchit les portes de l'Altiplano, Guzman sut qu'il ne pouvait pas y rester longtemps. Sa plus grande crainte n'était pas la cellule, mais l'extradition. Il savait que s'il était envoyé aux États-Unis,
son pouvoir prendrait fin de manière définitive. Privé d'accès au téléphone portable et à tout système de communication, son seul lien avec l'extérieur passait par les visites autorisées. 2 personnes seulement étaient habilitées à le voir, son avocat, Oscar Lopez, et sa 3e épouse, Emma Coronel, une jeune femme de 32 ans sa cadette, qu'il avait épousée en 2007. Par son intermédiaire, il commença à envoyer des instructions codées. Des messages discrets, destinés à ses enfants et à ses collaborateurs, tous des figures clés du cartel. Bien qu'aucun de ses 4 fils n'ait pris la tête de l'organisation après sa capture, il conservait une influence opérationnelle importante. Mais la figure la plus décisive en dehors de la prison était une autre, Damaso Lopez. Ancien allié de Guzman, il avait été sous-directeur de la sécurité à la prison de Pointe Grande. Le même homme qui lui avait permis de tout contrôler depuis sa cellule dans les années 1990. Après la fameuse évasion de 2001, Damaso fut démis de ses fonctions et accusé de complicité, ce qui l'exclut à jamais du système pénitentiaire. C'est alors qu'El Chapo lui proposa une nouvelle vie, une place au sein du cartel. Depuis, Lopez gravit les échelons jusqu'à devenir son bras droit. Après la seconde incarcération de Guzman, Damaso devint le nouveau chef opérationnel du cartel de Sinaloa. Depuis sa cellule, El Chapo renoua le contact avec lui grâce à Emma Coronel. Il communiqua également avec ses fils. Tous se mirent à travailler sur une mission urgente: le faire sortir de prison avant que les autorités mexicaines n'exécutent son extradition vers les États-Unis. Le temps jouait contre lui. Et il le savait. La peur était réelle. Guzman comprenait que l'extradition était plus proche que jamais, et il ne pouvait pas la permettre. Damaso Lopez et les fils d'El Chapo commencèrent à élaborer un plan, une opération minutieuse conçue au millimètre près. Damaso, fort de son expérience d'ancien fonctionnaire dans une prison de haute sécurité, connaissait en profondeur les structures et les faiblesses du système pénitentiaire. Cet avantage allait s'avérer déterminant. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'Altiplano, Guzman vivait sous surveillance constante. Il passait presque toute la journée dans sa cellule. Une seule heure de sortie lui était autorisée par jour. Il portait un traceur GPS attaché à la cheville 24 heures sur 24 et était surveillé par des caméras, même à l'intérieur de sa cellule. La seule zone sans surveillance directe était la douche, dissimulée derrière un petit mur qui offrait un peu d'intimité. Un détail mineur, mais dans une évasion, chaque détail compte. Il savait que les chances étaient minimes, que s'évader de l'Altiplano était pratiquement impossible. Et pourtant, il décida de tenter le coup. Et s'il s'agissait de Guzman, un élément était incontournable, un tunnel. Mais cette fois, le plan était différent. Il ne s'agirait pas de creuser depuis l'intérieur de la prison. Le tunnel devait partir de l'extérieur. Depuis le monde extérieur, traverser tout le sous-sol et atteindre sa cellule sans être détecté. Un projet inédit. Jamais on n'avait entendu parler d'un tunnel creusé depuis l'extérieur vers une prison de haute sécurité pour libérer un détenu. La première étape consistait à acquérir un terrain. Un terrain situé suffisamment près du pénitencier pour permettre l'excavation sans éveiller de soupçons, mais en même temps assez discret pour éviter toute surveillance. Le plan ne faisait que commencer, et il était aussi ambitieux que risqué. L'emplacement devait être parfait, assez proche du périmètre de l'Altiplano, mais assez éloigné pour ne pas attirer l'attention. Et cela n'était pas simple. La prison était située dans une zone totalement isolée, entourée de champs agricoles et de terres vides. Aucune construction à proximité, aucun mouvement urbain, seulement de vastes terrains ouverts sous surveillance constante. Après une recherche approfondie, l'équipe de Guzman trouva un site prometteur, un terrain en construction, abandonné, situé à environ 1,5 km de la prison. Il avait peu, être servi à des agriculteurs de la région, et était partiellement dissimulé par la végétation et les ondulations du terrain. C'était parfait. Ils achetèrent la propriété et l'enregistrèrent au nom d'une personne sans antécédent judiciaire qui ne susciterait aucun soupçon. Ainsi, ils sécurisèrent un point de départ légal et discret pour lancer l'excavation. Mais le défi suivant était encore plus grand. Même s'ils parvenaient à creuser un tunnel de plus d'1 kilomètre de long, comment pourraient-ils savoir avec précision vers quel point du pénitencier le diriger? L'Altiplano était une structure complexe, surveillée sous tous les angles. La cellule de Guzman était sous surveillance constante. La moindre erreur de calcul, le moindre écart,
ruinerait toute l'opération. Un seul endroit offrait une faible chance de réussite. La douche, protégée par un petit mur et hors de portée directe des caméras. C'était la cible. La sortie du tunnel devait émerger précisément à cet endroit. Mais l'atteindre depuis l'extérieur, à plus de 1,5 mètre de distance et sans aucune marge d'erreur, nécessitait plus que de l'intuition. Il fallait une solution d'une extrême précision. Creuser à l'aveuglette n'était pas une option. Localiser avec exactitude le petit espace derrière le mur de la douche, sans repère visuel ni plan détaillé, relevait de l'impossible. Jusqu'à ce que Guzman imagine une solution ingénieuse. Il se rappela qu'il portait un traceur GPS à la cheville, imposé par les autorités. S'il parvenait à introduire un second GPS, dissimulé dans la zone précise où le tunnel devait émerger, les foreurs pourraient aligner leur travail avec une précision chirurgicale. L'idée était simple, faire passer clandestinement un GPS et le placer discrètement dans l'espace de la douche. Depuis l'extérieur, les ingénieurs pourraient capter le signal et orienter le tunnel exactement vers ce point. Mais il y avait un problème. L'Altiplano était la prison la plus fortifiée du pays. Introduire un dispositif électronique, aussi petit soit-il, relevait de l'exploit. Les contrôles étaient stricts. Chaque objet était inspecté. Tout appareil suspect serait immédiatement confisqué. Alors une alternative émergea. Cacher le GPS dans une montre-bracelet. Un objet banal, sans apparence menaçante. Quelque chose qui pouvait franchir tous les contrôles sans éveiller le moindre soupçon. Le message fut transmis par son épouse, Emma Coronel, qui lui apporta la montre lors d'une de ses visites. Les gardiens l'inspectèrent par routine, mais ne trouvèrent rien d'anormal. La montre passa, et avec elle, le GPS qui permettrait d'orienter le tunnel vers la cellule du prisonnier le plus surveillé du Mexique. Grâce au signal du GPS dissimulé, les hommes d'El Chapo purent localiser avec précision le point exact derrière le mur de la douche. Ce détail changea tout. Ils avaient déjà commencé l'excavation depuis le bâtiment acquis. Mais désormais, avec la localisation précise, ils purent ajuster la trajectoire du tunnel et la diriger avec une certitude absolue vers la cellule de Guzman. Ce qui suivit fut une œuvre d'ingénierie impressionnante. Le tunnel descendait à 10 mètres sous terre et s'étendait sur plus d'1,5 km jusqu'à atteindre la prison. Depuis l'entrée, on pouvait observer des dizaines de renforts en bois soutenant la structure. Tout était calculé. Il n'y avait aucune improvisation. Ce n'était pas un tunnel ordinaire. C'était une construction professionnelle, conçue selon les normes techniques les plus élevées jamais vues dans une évasion carcérale. Pour maintenir le flux d'air, ils installèrent un système complet de ventilation. Tout au long du passage souterrain, ils posèrent des tuyaux reliés à une machine de pompage placée à l'entrée du tunnel. Cette machine fournissait un air frais en continu, garantissant que les ouvriers puissent travailler pendant des heures. L'équipe était réduite mais constante. On estime que 10 à 12 personnes travaillaient jour et nuit, en rotation, pendant des semaines. Chaque mètre creusé nécessitait précision, endurance et un silence absolu. Et il restait encore d'autres éléments essentiels pour faire de ce tunnel le meilleur jamais construit dans l'histoire du crime organisé. En plus de la ventilation, le tunnel avait besoin d'éclairage. Il ne pouvait pas dépendre de lampes de poche ou de solutions improvisées. C'était un ouvrage à l'échelle industrielle. Ils installèrent des milliers d'ampoules tout au long du passage, reliées à un système électrique alimenté par un générateur dissimulé à l'entrée. Ce générateur était camouflé par une structure en ciment simulant un établi, sans aucun indice visible de ce qui se passait réellement en dessous. Rien n'était laissé au hasard. De l'extérieur, le bâtiment en briques semblait abandonné. Il n'y avait aucun signe de machinerie, ni de tas de terre, ni de mouvement suspect. Tout le matériau extrait du sous-sol des tonnes de sable était soigneusement emballé et éliminé sans laisser de traces. C'était une opération silencieuse, précise et massive. D'innombrables mètres de tuyaux, des milliers d'ampoules, des tonnes de gravats, tout était géré avec une discrétion absolue. Le plus étonnant, c'est que l'excavation se faisait à seulement 1,5 km de la prison. Une zone complètement exposée, avec un terrain plat et une surveillance constante depuis des tours de sécurité. Et pourtant, ils ne suscitèrent aucun soupçon. Aucun garde ne détecta le mouvement. Aucune patrouille n'intercepta les travaux. Personne, pendant tout ce temps, ne découvrit ce qui se construisait juste sous leurs yeux. L'ampleur de l'opération était colossale.
mais elle l'était tout autant dans sa capacité à rester invisible. Tout indiquait que la bande d'El Chapo avait planifié chaque détail avec une précision chirurgicale. Ils n'avaient laissé aucun détail au hasard, pas une seule imprudence. À l'intérieur du tunnel, ils installèrent même un système de rails. Sur ceux-ci, ils placèrent un chariot d'excavation conçu sur mesure, propulsé par un petit moteur intégré à une motocyclette. Son objectif était double, transporter la terre pendant la construction et, le moment venu, faciliter la fuite de leur chef. Pendant que ces hommes creusaient sans relâche, Joaquín Guzmán vivait une angoisse croissante. Il savait que son extradition était imminente. Il envoyait constamment des messages à son équipe pour demander des nouvelles de l'avancement. Pourquoi cela prenait-il autant de temps? Que manquait-il? De l'extérieur, on lui répondait calmement. On lui rappelait qu'il ne s'agissait pas d'une opération ordinaire. Chaque mètre de terre creusé nécessitait de la précision. Chaque étape devait être exécutée avec le plus grand soin. Une erreur pouvait tout compromettre. Finalement, en juin 2015, Guzmán reçut la nouvelle tant attendue. Le tunnel était presque terminé. Et c'est lui qui choisit personnellement la date de l'évasion. Le 4 juillet, le jour de l'indépendance des États-Unis. Ce n'était pas un choix anodin. Pour lui, s'évader ce jour-là avait une portée symbolique. Il voulait envoyer un message clair aux autorités américaines, que même en leur jour le plus patriotique, elles ne pouvaient pas l'empêcher de fuir. Bien que toute sa fortune soit nourrie par le marché nord-américain, son mépris pour le gouvernement des États-Unis était profond. Il savait à quel point ils désiraient l'avoir dans leur prison. Et cela le motivait encore davantage. Cependant, les préparatifs n'étaient pas encore finalisés. Le tunnel nécessitait des ajustements de dernière minute, et l'opération fut reportée de seulement quelques jours. Le jour arriva enfin. Nous étions le 11 juillet 2015. La date choisie pour exécuter l'évasion la plus audacieuse du narcotrafic moderne. Guzmán était enfermé à l'Altiplano depuis presque 6 mois. Ce soir-là, les caméras de surveillance de sa cellule le captèrent en train de regarder une série comique sur sa tablette. Le volume était élevé, et ce n'était pas un hasard. Il tentait de couvrir les sons venant du sous-sol, où ses hommes effectuaient les derniers ajustements. Il se levait constamment, arpentait la cellule, regardait l'horloge. Il attendait un signal. À Wingdix, il s'assit au bord du lit, enfila ses chaussures et se dirigea vers la douche, le seul endroit sans couverture de caméra. À partir de ce moment, il disparut. Une trappe dissimulée sous la douche s'ouvrit. Guzmán descendit par une échelle verticale et entra dans le tunnel souterrain. Là, l'attendait le frère de sa femme, qui lui montra le véhicule improvisé, une petite plateforme motorisée sur rail. Il monta dans le chariot et avança à toute vitesse. En arrivant de l'autre côté, il émergea dans le bâtiment en briques. À la surface, un quad l'attendait. Il monta avec l'un de ses hommes et s'éloigna par un chemin déjà dégagé. Pendant ce temps, dans la prison, tout restait calme. 40 minutes passèrent avant que les gardiens ne remarquent quelque chose d'étrange. En vérifiant les caméras, ils découvrirent que Guzmán n'était plus dans sa cellule. Ils se rendirent immédiatement pour l'inspecter. D'abord, ils pensèrent qu'il était caché derrière le mur de la douche. Mais ce qu'ils découvrirent fut l'entrée du tunnel. Ils déclenchèrent les alarmes. L'état d'urgence fut déclaré, mais c'était déjà trop tard. El Chapo s'était évadé, et à ce moment-là, il était déjà loin. La fuite se poursuivit avec une précision millimétrée. Après être sorti du tunnel et avoir laissé la prison derrière lui, Guzmán se dirigea vers un camion de grande taille. Il monta dans la remorque, et ses hommes refermèrent soigneusement la porte. De l'extérieur, cela semblait être un véhicule de transport ordinaire. Personne n'aurait soupçonné qu'il transportait l'homme le plus recherché du pays. Le véhicule roula pendant 2 heures, jusqu'à atteindre une ville appelée San Juan, dans l'état de Querétaro. Là, l'attendait la prochaine étape du plan, un jet privé. Le pilote était un collaborateur de confiance absolue, avec des années d'expérience au service du cartel. Tout avait été prévu, même les éventuelles tentatives de repérage. Pour tromper les autorités, 2 jets avaient été prévus. Le premier, avec Guzmán à bord, volerait vers la véritable destination. Le second décollerait quelques minutes plus tard en direction opposée, afin de détourner l'attention de toute force, cherchant à l'intercepter. Une fois dans les airs, El Chapo n'était plus en danger immédiat. Il décida de se réfugier dans l'une de ses propriétés les plus inaccessibles, une planque située au cœur des montagnes du Sinaloa.
L'endroit était surnommé « le ciel » par ses hommes, non pas pour sa beauté, mais pour son extrême niveau de sécurité. La structure était comparable à une forteresse. Surveillance périmétrique, tunnels d'évasion, communication cryptée. C'était, sans aucun doute, l'endroit le plus sûr du pays pour lui. Mais cette évasion ne fut pas seulement une victoire personnelle. Ce fut une humiliation internationale pour l'État mexicain. À peine un an auparavant, les autorités s'étaient publiquement vantées de sa capture. Elles l'avaient présenté comme une victoire historique dans la lutte contre le narcotrafic. À présent, ce même criminel s'était évadé de la prison la plus fortifiée du pays par un tunnel. Et le pire restait à venir. Car si Guzman était resté discret, caché dans les montagnes, être que personne ne l'aurait retrouvé. Et ce fut sa grande faiblesse. Au lieu de rester caché, El Chapo recommença à se déplacer. Il voyagea de ville en ville. Il visita des centres d'opération, réunit ses hommes et donna des instructions directes. Pour lui, maintenir sa présence était essentiel, non seulement pour diriger son organisation, mais aussi pour préserver son image de pouvoir absolu au sein du cartel. Mais ce besoin de contrôle fut aussi son erreur. Les autorités mexicaines, cette fois-ci avec un soutien technique total de la part des agences américaines, intensifièrent la chasse. La coopération bilatérale atteignit un niveau sans précédent. Depuis Washington, on envoya des outils de traçage, des logiciels d'interception et des équipements de surveillance de dernière génération. Grâce à cette technologie, le renseignement mexicain réussit à localiser une maison à Los Mochis, au nord du Sinaloa. Là, ils détectèrent des mouvements suspects directement liés à l'entourage de Guzman. Les signaux étaient clairs. L'équipe commença à intercepter les communications internes. Les conversations étaient cryptées, mais les schémas étaient évidents. Un mot-clé revenait souvent, la grand-mère. Des phrases comme « Préparez-vous, la grand-mère arrive » étaient répétées avec insistance. Il n'était pas difficile de supposer que ce surnom cachait une figure de haut rang. Les soupçons ne laissaient place à aucun doute. El Chapo. La confirmation ne tarda pas. Le lendemain, un convoi de 3 véhicules entra directement dans le garage de la propriété. Les agents du renseignement, postés en couverture, ne purent voir les occupants. Mais tout indiquait qu'il s'agissait d'une opération spéciale de sécurité. Les écoutes continuèrent. Et parmi les voix captées, l'une se distingua clairement des autres. C'était la sienne. Aucun doute possible. Joaquín, El Chapo, Guzman était là, à l'intérieur de cette maison. Et cette fois, on ne le laisserait pas s'échapper facilement. Le 8 janvier 2016, 6 mois après son évasion de l'Altiplano, les autorités mexicaines décidèrent d'agir. À l'aube, une équipe de forces spéciales, appuyée par des agents de la DEA, encercla la maison à Los Mochis. L'opération débuta par une attaque directe, rapide, coordonnée. La réaction fut immédiate. Un violent affrontement armé éclata entre les agents et les hommes d'El Chapo. Le feu croisé fut intense. Les victimes tombèrent du côté du cartel. Du côté des forces spéciales, certains furent blessés, mais il n'y eut aucune perte humaine. L'opération avait été planifiée avec une rigueur militaire. Lorsque la bataille prit fin, les agents envahirent la propriété. Ils fouillèrent pièce par pièce, mais Guzman n'y était plus. Il s'était échappé. Encore une fois, la maison était équipée d'un système de fuite souterrain. Un miroir, installé sur l'un des murs, dissimulait une entrée secrète. Derrière, un tunnel parfaitement creusé menait à une sortie éloignée de la maison. Pendant que ces hommes affrontaient les forces de l'ordre, Guzman et l'un de ses assistants parcouraient déjà le tunnel. À la sortie, ils volèrent un véhicule qui passait dans une rue voisine. Mais cette fois-ci, la zone était sous intense surveillance. Des points de contrôle avaient été activés dans toute la ville. À environ 20 km de là, 4 agents de la police fédérale interceptèrent le véhicule. À l'intérieur se trouvait El Chapo. Il tenta la même méthode que toujours. Il offrit immédiatement des pots de vin. Mais cette fois, cela ne fonctionna pas. Les agents ne cédèrent pas. Face au refus, Guzman perdit le contrôle. Il lança des menaces, des insultes, tenta d'intimider. Rien n'y fit. Il fut photographié sur le champ, et l'image fut envoyée directement à son commandant. La réponse fut claire. Des forces spéciales étaient en route. Mais il n'était pas seul. Un autre message arriva. Le cartel se mobilisait. Les hommes d'El Chapo se préparaient à une offensive. L'ordre fut clair.
transférer le prisonnier dans un motel à proximité et s'y retrancher en attendant une éventuelle attaque. Les 4 agents fédéraux et Guzman se réfugièrent dans l'une des chambres du motel. De là, ils commencèrent à surveiller la situation, se préparant au pire. Quelques minutes plus tard, le silence fut interrompu par un bruit lointain. Des véhicules approchaient. Le grondement croissant des moteurs formait une sorte de procession avançant lentement vers eux. El Chapo, confiant, esquissa un sourire sarcastique. « Vous regrettez probablement de ne pas avoir accepté mon offre », lança-t-il aux agents, persuadé que ces hommes venaient le secourir. Mais son expression changea du tout au tout lorsqu'il vit qui arrivait réellement. La caravane n'était pas celle du cartel. C'était l'armée. Des dizaines de véhicules militaires, des forces spéciales et des unités tactiques encerclèrent complètement le motel. Ils scellèrent chaque accès, chaque issue possible. Les sicaires de Guzman, en voyant un tel déploiement, ne tentèrent même pas de s'approcher. Ils savaient que c'était inutile. L'encerclement était total. À cet instant, El Chapo fut capturé pour la 3e fois. Il fut à nouveau transféré au pénitencier de l'Altiplano, la même prison dont il s'était échappé 1 an et demi auparavant. Mais cette fois, les conditions étaient différentes. La surveillance était extrême. Pourtant, même après avoir été repris et exposé aux yeux du monde entier, Guzman ne renonça pas à son instinct le plus profond, planifier une nouvelle évasion. Il envoya des messages à son réseau. Il demanda une nouvelle opération. Et, selon des témoins de son entourage, les préparatifs avaient de nouveau commencé. Le plus inquiétant était qu'il prévoyait de procéder exactement comme avant. Un autre tunnel, une autre fuite impossible, rendue possible. Mais cette fois, les autorités mexicaines n'étaient pas disposées à commettre les mêmes erreurs. Elles en étaient arrivées à une conclusion inévitable. La seule façon d'empêcher une 4e évasion était de l'envoyer loin, très loin, aux États-Unis. Guzman s'était déjà évadé de Puente Grande en 2001, restant en cavale pendant 14 ans. Il s'était aussi échappé par un tunnel dissimulé sous la baignoire dans l'une de ses maisons. Et il avait de nouveau fui du pénitencier le plus sécurisé du pays, l'Altiplano, grâce à un tunnel creusé depuis l'extérieur. Combien de fois pouvait-il encore tromper le système? Au Mexique, entouré de ses fidèles, il trouverait toujours une issue. Aux États-Unis, ce serait impossible. Le processus d'extradition s'accéléra. L'appareil judiciaire travailla avec la plus grande urgence, à tel point que le juge chargé de l'affaire fut assassiné en octobre 2006. Un message clair. Malgré cela, le processus se poursuivit. Et finalement, en janvier 2017, le jour arriva. Sans avertissement, un groupe de soldats entra dans la cellule de Guzman. Ils l'immobilisèrent, l'attachèrent avec des sangles et le conduisirent dans la cour de la prison, où un hélicoptère militaire l'attendait déjà. Ne sachant pas encore où il allait, il fut transféré dans un avion spécial. Le vol décolla sans annonce. Ce n'est qu'à l'atterrissage que El Chapo comprit ce qui se passait. Il était à New York. Il regardait autour de lui, confus. Il demanda à l'un des agents de la DEA « Où suis-je » La réponse fut directe « Tu es à New York ». Et le voilà, le narcotrafiquant le plus puissant de l'histoire, réduit, désarmé, les larmes aux yeux. Une scène qui resterait à jamais dans les archives judiciaires. Son procès commençait sur le sol américain. L'un des procès les plus longs et médiatisés jamais tenus dans un tribunal fédéral. Finalement, en 2019, le verdict fut rendu. Joaquín Guzmán Loera fut condamné à la prison à perpétuité, assorti de 30 années supplémentaires. Son sort était définitivement scellé. Il est actuellement incarcéré dans la prison fédérale ADX Florence, au Colorado. Considérée comme la plus sécurisée et la plus stricte des États-Unis, cette installation est connue pour héberger les détenus les plus dangereux du système. Ici, chaque détenu est maintenu dans un isolement quasi total. El Chapo passe 23 heures par jour dans une cellule en béton armé. Il a droit à 1 heure de sortie quotidienne, mais uniquement dans des installations fermées et sous surveillance armée permanente. L'interaction avec d'autres prisonniers est inexistante. Le contact humain, presque nul. La sécurité est absolue. Il est probable qu'il ait songé à s'évader plus d'1 fois. Mais cette fois, il n'y a ni tunnel, ni complice, ni pot de vin. Seulement des murs, de la surveillance et le silence. Et être que, dans la solitude de cette cellule, il a compris que son pouvoir, son empire et sa légende
appartiennent désormais au passé. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette histoire. Si vous êtes passionné par les grands récits criminels, les rebondissements inattendus et les figures qui ont défié des gouvernements entiers, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et d'activer les notifications. Nous avons encore beaucoup d'histoires à raconter. On se retrouve dans la prochaine vidéo.